Bonjour et bienvenue dans cette présentation sur les processus prédictifs qui sont un ensemble de théories, de modèles, des sciences cognitives modernes qui nous aident à mieux comprendre comment nous fonctionnons, comment fonctionne l'humain et qui vont nous aider à mieux comprendre les mécanismes par lesquels l'hypnose et les pratiques hypnotiques permettent de produire du changement. Processus prédictif, ce soir, nous allons regarder plus précisément la question de la suggestion et la question des processus top-down que nous allons définir. Ce qu'on va prendre le temps de faire, c'est de comprendre les effets de la suggestion, de regarder comment la suggestion pilote ces processus top-down, et puis dans la fin de cette présentation, on regardera tout un ensemble d'exemples dans la vie quotidienne des processus top-down. Mais tout d'abord, rappelons que la notion de suggestion est un des deux cœurs de la pratique de l'hypnose. En effet, dans les pratiques hypnotiques, dans la pratique de l'hypnose, il y a deux grands cœurs. Le premier, c'est la notion de suggestion, qu'on va regarder plus en détail aujourd'hui. Le deuxième, c'est la notion d'état modifié de conscience. L'hypnose, c'est la seule méthode d'accompagnement dans laquelle il y a une expertise sur la question de suggestion et dans laquelle on enseigne des techniques concrètes et précises de suggestion. Toute cette question de suggestion, ça s'appuie sur facilement 150 ans de recherche, qu'on peut faire remonter jusqu'à la fin du 19e siècle, de la recherche qui est encore très active aujourd'hui. Et puis, en dehors de la suggestion hypnotique et de tout son champ de recherche, eh bien, il y a tout le champ de l'influence sociale, le champ de la configuration des attentes. Et maintenant, ça fait bien un demi-siècle qu'un ensemble de chercheurs soulève un ensemble de questions et propose un ensemble de compréhensions sur ce mécanisme. Ici, dans nos cours d'hypnologie, dans les 2 dernières années, nous avons passé du temps pour expliquer qu'est-ce que c'est la suggestion et pour expliquer comment fonctionnent ces états modifiés de conscience et comment on induit ces états modifiés de conscience. Ce que nous sommes en train de faire cette année, c'est d'aller un cran plus loin pour expliquer de manière plus concrète comment fonctionne non pas la suggestion, mais comment fonctionnent les effets de la suggestion. Qu'est-ce qui fait qu'une suggestion va favoriser du changement ? Alors, depuis une perspective classique de la perception, les effets de la suggestion sont littéralement incompréhensibles. En effet, dans une perspective classique de la perception, on a l'impression que le monde envoie des informations que nous captons et que notre cerveau y réagit. Mais si on considère la perception de cette façon-là, on ne comprendra pas comment fonctionne la suggestion. Est-ce que la suggestion est dans le monde? Est-ce que la suggestion est dans les perceptions? Est-ce qu'elle est dans le cerveau? Est-ce qu'elle est dans les réactions? Et en fait, la question est mal posée. Au contraire, depuis la perspective que nous proposent les processus prédictifs, les effets de la suggestion vont devenir très facilement explicables. Pour résumer, la perspective des processus prédictifs, c'est qu'il y a ce que nous captons depuis le monde via nos capteurs sensoriels, il y a un ensemble de modèles internes, on va réexpliquer cette notion aujourd'hui, c'est la rencontre des deux qui crée une perception, et la suggestion, elle vient se placer sur ces fameux modèles internes. Et la suggestion va favoriser du changement. Alors, comment? Par quel procédé? Par quel mécanisme? Quels sont les fameux effets de la suggestion? Alors pour comprendre ces effets de la suggestion, j'avais 2 options. Soit de vous donner d'abord une théorie, soit de commencer par des exemples, et évidemment j'ai plutôt choisi de démarrer par des exemples. Prenons donc l'exemple, prenons donc la situation suivante. Imaginons que nous allons passer une semaine de vacances chez notre bon vieil oncle Wilson. Et notre bon vieil oncle Wilson possède cette maison dans la forêt. Une maison ancienne, fort sympathique, mais dont nous avons eu l'impression depuis notre tendre enfance que cette maison serait peut-être hantée. Et nous allons passer cette première nuit dans la maison de l'oncle Wilson avec l'idée que la maison est hantée, quand subitement apparaît ce bruit étrange. Et ce bruit va venir rencontrer l'idée que la maison est hantée, et la rencontre des deux va générer la perception que nous entendons des pas, et même la perception que nous ressentons une présence. Cette perception d'entendre des pas et de ressentir une présence va créer une inférence, une déduction, une attribution logique de type « c'est donc qu'il y a des fantômes dans cette maison ». Et cette expérience, j'entends des pas et je ressens la présence de fantômes, cette expérience subjective va renforcer l'idée que la maison est hantée et que dans cette maison, il y a des fantômes. Alors, cette expérience, eh bien, c'est notre vécu, ce sont nos réactions.
Ce bruit étrange, c'est l'ensemble de données sensorielles qui sont captées par nos oreilles, manifestement. Cette idée de maison hantée, cette expérience de pas et de présence, ce sont des modèles internes et ce qu'on appelle des priors, notion que je vais redéfinir aujourd'hui. Et puis cette idée que c'est donc des fantômes, ce c'est donc, c'est ce qu'on appelle une inférence. On a une rencontre entre des données sensorielles et un modèle interne qui crée une expérience subjective et qui infère quelque chose dans le monde. L'idée clé ici, c'est que ces modèles internes, ces ensembles de représentations du monde, et puis ces priors, ils organisent les données sensorielles. C'est comme s'ils prenaient en entrée les données sensorielles pour en faire quelque chose de cohérent, en faire quelque chose de significatif, quelque chose dont nous, on va faire expérience. Ces modèles internes et priors, ils participent activement au vécu et ils vont contribuer aux réactions comportementales. Et je voudrais insister ici sur le fait qu'il ne s'agit pas de croyance, il ne s'agit pas de croire à quelque chose. Il s'agit d'un ensemble de processus qui vont participer à notre perception, à notre expérience directe du monde. Arrivé ici, vous pourriez me dire, et la suggestion dans tout ça ? Si on reprend le schéma qu'on vient de voir, tout cet ensemble orange, des strates de modèles internes, des strates de conception et d'abstraction, ces inférences, ces priors, tout cet ensemble orange, c'est ce qu'on appelle des processus top-down. Et ces processus top-down, depuis les conceptions de haut niveau jusqu'à l'expérience sensorielle du monde, ces processus top-down, ils vont recevoir quelque chose de la part de la suggestion. La suggestion va envoyer une information. On pourrait dire littéralement que la suggestion va piloter ces processus top-down. Du point de vue des processus prédictifs, la suggestion, elle va activer des modèles internes. On pourrait même dire qu'elle va façonner des modèles internes. Elle va amorcer des attentes, des priors et des inférences. Elle va entraîner une expérience qui va modifier le modèle interne. Elle amorce des attentes sous deux aspects. D'une part, elle amorce des modèles internes et priors qui vont organiser cognitivement nos données sensorielles. Et puis, elle va amorcer des inférences, elle va préparer, anticiper des types de déductions que l'on va pouvoir faire à propos du monde. Par exemple, si j'ai l'anticipation, c'est une maison hantée, je pourrais vite déduire ce phénomène étrange et manifestement paranormal, c'est donc des fantômes. Donc, pourquoi ? Parce que j'ai la présupposition qu'il s'agit d'une maison hantée. La suggestion va venir piloter ces processus top-down. Alors, comment ça marcherait tout ça ? Reprenons notre exemple et notre vacances chez notre bon vieil oncle Wilson. Et nous venons de passer une nuit chez l'oncle Wilson. Nous connaissons sa maison dans les bois. Nous avons bien l'idée que cette maison est une maison hantée, que dans cette maison hantée, il y a des fantômes, et qu'on peut faire expérience la nuit d'y entendre des pas, on peut faire l'expérience d'y ressentir une présence, et nous le savons parce que nous en avons fait expérience directe. La nuit dernière, nous avons entendu un bruit étrange, nous avons entendu des pas et ressenti clairement dans notre chair, dans notre fort intérieur, nous avons ressenti la présence de fantômes qui sont dans une maison hantée, une maison qui n'est autre que celle du bon vieil oncle Wilson. Mais voilà que le lendemain matin, notre vieil oncle Wilson Churchill, à ne pas confondre avec un personnage historique illustre, notre bon vieil oncle Wilson vient de nous dire « Au fait, j'ai oublié de te dire qu'avec l'humidité et les changements de température la nuit, le plancher de la maison craque beaucoup la nuit. » Et cette suggestion, le plancher craque beaucoup la nuit à cause de l'humidité, va venir rencontrer notre représentation de la maison du vieil oncle Wilson. On pourrait dire que par derrière, sans que nous nous en rendions compte, inconsciemment, cela va impacter notre représentation de l'oncle Wilson, quand bien même on ne s'en rend pas compte. La nuit suivante, à nouveau, ce bruit se représente à nos oreilles. Mais nous avons à présent dans notre représentation de la maison de Wilson l'idée qu'il y a de l'humidité et un plancher qui craque. Et la rencontre entre cette conception et ce bruit va maintenant prendre sens de craquement.
le fait qu'il y a l'idée que le plancher craque va décoder, va organiser ce bruit sous la forme de, c'est la perception d'un craquement de plancher qui, nous le savons, peut se faire de manière automatique par le frottement des lattes du bois, de manière automatique quand il y a des changements de température. Cette perception d'un craquement va venir valider et renforcer l'idée qu'il y a un plancher qui craque, parce qu'il y a de l'humidité. Cela va venir modifier notre représentation de la maison de Wilson, et tout cela va venir valider la suggestion. En effet, le plancher craque beaucoup la nuit à cause de l'humidité. L'expérience vécue qui résulte de la rencontre de le plancher craque et de ce bruit va être de type « j'entends le plancher qui craque ». Nous avons donc une suggestion qui est venue piloter des processus top-down qui ont eu en aboutissement de changer notre expérience vécue et les inférences que nous faisons à propos de l'origine de ce bruit. Et la question est la suivante. Cette simple suggestion aurait-elle suffi pour changer notre modèle interne? Eh bien, oui et non. Ce qui se passe, c'est qu'après cette suggestion, quand nous rencontrons ce bruit, quand ce bruit vient littéralement frapper nos tympans, frapper nos oreilles, eh bien nous allons avoir deux modèles en compétition. L'idée que la maison est hantée par des fantômes, l'idée qu'il y a de l'humidité et que quelque chose craque. Et si nous accordons plus de poids, plus d'importance, plus de crédit au fait que c'est de l'humidité, que ça craque, et donc qu'on est en train d'entendre les craquements naturels de frottement de lattes du bois, eh bien cela va venir renforcer l'idée que quelque chose craque, ça va venir renforcer l'idée que ça craque de manière naturelle à cause de l'humidité, et cela va venir renforcer l'idée qu'il y a bien le plancher qui craque automatiquement par lui-même dans la maison de Wilson. Mais simultanément, les notions de « j'entends des pas, je ressens une présence » vont être considérées par notre système cognitif comme une erreur de prédiction. Et cette erreur de prédiction va venir corriger l'idée qu'il se serait agi de fantômes. Cela va venir corriger l'idée qu'il y a donc une réalité de hantise, et cela va donc corriger l'idée que la maison de Wilson serait hantée. Alors, la maison de Wilson n'étant pas hantée, il ne peut pas s'agir de fantômes, nous ne pouvons donc pas entendre les pas et la présence de fantômes, et cela va, on pourrait dire, minimiser, voire même dissoudre le premier modèle interne, qui ne sera plus utilisé par notre système cognitif pour décoder ce bruit qui était étrange et qui ne l'est plus. J'entends simplement les lattes du plancher qui, à cause d'un changement de température, frottent entre elles et me font entendre un craquement. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire ici? En résumé, nous sommes en train de dire que la suggestion, elle va venir charger un modèle interne et que ce modèle interne va venir organiser, décoder, donner du sens aux données sensorielles captées par nos capteurs sensoriels. Et tout cela, ce sont des processus top-down. Et l'expérience qui résulte de la rencontre entre les modèles internes et les données sensorielles, eh bien l'expérience résultante, elle va pouvoir soit renforcer certains modèles internes, soit modifier, diminuer, voire même écraser certains modèles internes, et ça, c'est ce qu'on appelle des processus bottom-up. L'idée clé ici, c'est qu'il y a un double phénomène. La suggestion, elle charge des modèles internes, et l'expérience qui en résulte peut modifier nos modèles internes. La suggestion passe par des mécanismes top-down, l'expérience résultante active des mécanismes bottom-up. Et dans les pratiques hypnotiques, on va avoir deux types de suggestions, ou plus précisément deux types de cibles pour ce qu'on appelle la suggestion. On va avoir des suggestions pour produire du changement. Les pratiques de l'hypnose sont éminemment une pratique de construction, ou on pourrait dire une pratique de changement, changement cognitif, changement comportemental. La première cible, c'est avec les suggestions de produire du changement. La deuxième cible, avec des suggestions, c'est de produire des expériences d'hypnose. Alors regardons comment ça fonctionne. Dans un premier temps, regardons comment la suggestion produit du changement cognitif et comportemental. Le mécanisme, nous venons de le décrire dans les grandes lignes. La suggestion va modifier des modèles internes qui vont aboutir sur des changements cognitifs et comportementaux
Nous parlons ici de changer littéralement des perceptions, de changer des réactions émotionnelles, de changer des systèmes de motivation, de changer des représentations de soi, etc., etc. Et ce mécanisme, suggestion, changement de modèle interne, changement cognitif et comportemental, ça a plusieurs applications. Alors j'aurais pu lister beaucoup d'applications, mais si on retient les principales, les génériques, ça a des applications pour les thérapies, pour la psychothérapie. Ça a des applications pour l'accompagnement, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir une maladie et d'avoir besoin d'être thérapisé pour pouvoir appliquer tous ces mécanismes. Application thérapeutique, application dans l'accompagnement. Et puis enfin, ça va avoir des applications dans toutes les stratégies et dans toutes les techniques d'apprentissage. Thérapie, accompagnement et apprentissage. Alors, regardons un peu plus au détail. Ces suggestions qui viennent modifier les modèles internes, on parle de quoi là quand on dit faire des suggestions? Alors on parle de tout un ensemble de procédés suggestifs. Là aussi, on aurait pu lister un grand ensemble de procédés, mais j'en ai retenu quelques-uns. Par exemple, des procédés rhétoriques, par exemple des procédés de recadrage, des exercices d'imagination, des exercices de futurisation de soi, etc., etc. Et pour illustrer comment la suggestion vient faire des modifications de modèles internes, eh bien, prenons l'exemple de l'imagination. Exemple de l'imagination comme procédé suggestif. Prenons en considération la situation suivante. Un client vient voir un praticien en hypnose et lui dit « Voilà, je perds mes moyens. Quand je prends la parole en public, dans le contexte prendre la parole en public, je perds mes moyens. Au niveau de mes perceptions, j'ai l'impression qu'on me juge. Au niveau de mes réactions, je me mets à bégayer et évidemment, je me sens encore plus mal à l'aise. Au niveau de mes émotions, tout ça, ça me stresse, ça me génère du stress, je me sens très mal. Et puis en plus, au niveau émotionnel, j'ai l'impression de ressentir de la honte, j'ai l'impression que les gens se moquent de moi, je me sens très fortement dans l'embarras. Toute cette expérience que décrit le client est vécue sous forme de données sensorielles. Tout ça, c'est vécu par son corps. Et ces données sensorielles, dans ce contexte de prise en parole en public, où il perd ses moyens, ces données sensorielles vont venir rencontrer des représentations qu'il a de cette situation. Les données vont venir rencontrer le modèle interne « je perds mes moyens ». Il va y avoir une rencontre qui dit « bah oui, en effet, mon gars, c'est vrai, tu perds tes moyens ». Ça va venir renforcer l'idée que je suis nul et que je n'y arriverai jamais à prendre la parole en public. Et voilà un début de situation qui pourrait être exposé à un praticien en hypnose. Maintenant, on pourrait, avec ce client, faire un travail dans l'imaginaire et lui faire imaginer, peut-être à sa demande, qu'il s'imagine quand il prend la parole en public sous la forme de Barack Obama. Et là, il pourrait se dire « Ok, dans cette imagination, je suis devant une scène, je suis Barack Obama, je prends la parole en public, j'assure, j'ai trop la confiance. » Et vous voyez, ça raconte plus la même histoire. Là, on voit bien qu'il va commencer, dans cet imaginaire, protégé, en sécurité, il va commencer à avoir tout un ensemble d'autres données sensorielles, d'autres émotions, d'autres perceptions de lui-même qui sont vécues par le corps physique, des données sensorielles. Et on voit bien que toutes ces sensations, j'assure, je suis presque Superman, j'ai trop la confiance, et bien ça va difficilement rencontrer l'idée « je perds mes moyens ». Et la rencontre, la dissonance entre ce modèle interne et ces données sensorielles va générer une erreur de prédiction dans le système cognitif qui va forcer le système cognitif à corriger le modèle interne, à corriger l'idée « je perds mes moyens, je ne peux pas prendre la parole en public » et ça va forcer un nouveau comportement, lequel, ça dépend. Ça va générer tout un ensemble de nouveaux comportements qui vont être inférés non pas dans l'imaginaire, mais qui vont être littéralement inférés dans le monde. Il va y avoir l'inférence que dans le contexte prise de parole en public, j'aurai un nouveau comportement parce que nous venons de forcer le système cognitif à inférer un nouveau comportement et à écraser l'idée que je suis nul quand je prends cette parole en public. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a des comportements et des habitudes réelles qui génèrent un ensemble de données sensorielles. Ces données sensorielles rencontrent l'idée qu'il y a ce comportement habituel, ça fait une boucle et ça donne l'impression
que ce comportement sera immuable. C'est le fameux « j'ai tout essayé, je ne pourrai jamais changer ». Essayez tout? Non, vous n'avez pas essayé la suggestion par des mécanismes imaginaires. Par des techniques imaginatives, nous avons créé un comportement alternatif qui génère des données sensorielles qui vont venir contredire ce modèle interne. Et ça va forcer une correction du modèle interne par détection d'erreurs de prédiction. Et ça va inférer un nouveau comportement. Ici, je n'ai fait que prendre un exemple, l'exemple de l'imagination, pour montrer la puissance des différents procédés suggestifs qui forment ce qu'on appelle la suggestion, l'art de suggérer, qui va venir modifier des modèles internes et aboutir sous la forme de changements cognitifs et comportementaux. Changements dans les perceptions, changements dans les émotions, changements dans les motivations, changements dans les représentations de soi-même, etc. Donc, c'est pas rien ce qu'on est en train de dire là. Et l'expertise en suggestion, véritable pratique de modification des modèles internes, eh bien, l'expertise en suggestion, elle gagnerait à être ajoutée aux différentes méthodes d'accompagnement, quelles qu'elles soient, en respect de leur technique propre, mais en plus de leur technique propre. Or, cette expertise en suggestion, elle s'apprend dans les instituts d'hypnose. En tout cas, à minima, moi, je me porte garant du fait que ici, à l'Arche, elle s'apprend et elle s'apprend avec rigueur. Ce qui n'empêche pas qu'on puisse l'apprendre aussi avec légèreté. Ce que nous essayons de retenir ici, c'est qu'il y a un double mécanisme. La suggestion charge des modèles internes, l'expérience qui en résulte peut modifier ou renforcer différents modèles internes. Ce processus est l'un des cœurs du changement cognitif comportemental et la suggestion, si on en a une expertise, ça se transmet la suggestion. Si on veut la maîtriser, ça s'apprend. D'autre part, la suggestion pilote aussi des processus top-down pour produire autre chose que du changement. Quelque chose de beaucoup plus intéressant que du changement. La suggestion pilote des processus top-down pour produire des états modifiés de conscience qui vont être utilisés pour produire des expériences d'hypnose. Alors comment ça fonctionne? Eh bien, dans cette technique, on va suggérer tout un ensemble de choses pour configurer la représentation de l'hypnose. On pourrait dire, par exemple, l'hypnose, c'est un état qui est facilement accessible et dans lequel on peut rentrer avec aisance et à vrai dire qu'on connaît bien, il suffit juste de trouver un peu par soi-même de quoi il s'agit et ensuite, hop, comme un claquement de doigts, pouf, ça se met en place tout seul. C'est une suggestion qui configure l'hypnose comme étant facilement accessible. On pourrait dire, l'hypnose moderne qu'on fait aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est une hypnose qui est plutôt fun et qui est extrêmement intéressante. Ce n'est plus l'hypnose du XIXe siècle, avec le pendule, où on finissait par tomber à moitié dans les pommes. Non, non, aujourd'hui, non seulement on reste alerte, mais en plus, cette hypnose-là permet encore plus facilement de mettre en place des changements. Génial, non? Et bien là, à nouveau, on vient de configurer l'idée d'hypnose comme étant quelque chose d'amusant, d'intrigant, qui facilite des changements, etc. Ici, nous avons piloté les représentations, les modèles internes de l'idée d'hypnose. Et mine de rien, je viens de le faire. Parallèlement, on va faire des suggestions de changement d'état de conscience. Comme si je vous dis par exemple la phrase « Prêtez attention de manière très fine, de manière très précise, prêtez attention à l'angle en haut à gauche de l'écran sur lequel vous êtes en train de regarder cette vidéo. » Je vous invite à le faire un instant. Prêtez attention à cet endroit et soyez attentif au fait que quand vous y prêtez attention, eh bien, naturellement, ça vous donne plus d'espace pour percevoir les sensations du corps, prêtez-y attention. Et quand on regarde précisément un endroit qu'on croyait connaître, mais qu'on découvre, quand on voit en fait ces détails et qu'on sent plus les sensations de son corps, souvent, ça commence à générer un léger changement d'état de conscience. Est-ce que vous le percevez déjà ? Si vous ne le percevez pas encore, eh bien peut-être qu'il faudrait un peu plus de suggestions pour aller un peu plus loin. Et là, on va suggérer quelque chose qui va rentrer dans nos représentations d'états modifiés de conscience, de phénomènes hypnotiques, de transe, d'altérations phénoménologiques. Dans les pratiques hypnotiques, on va mettre ensemble ces deux types de suggestions, des suggestions qui configurent les attentes quant à l'hypnose, des suggestions de changement d'état de conscience. En parallèle, ces suggestions de changement d'état de conscience, vous l'avez peut-être expérimenté dans ce que je viens de proposer, elles vont
dans le monde, changer quelque chose par rapport à notre attention. On va être attentif à d'autres choses que d'habitude. Pour certains, elles vont activer des choses dans l'imaginaire. Pour d'autres, elles vont activer notre sens interoceptif, les signaux que nous ressentons de notre propre corps. Et tout ça, bien sûr, ça va générer des données sensorielles qui vont venir rencontrer les modèles internes de hypnose, de phénomènes hypnotiques, de états modifiés de conscience. Et quand on aura suffisamment fait le tour, nous allons de nous-mêmes décrypter les signaux par un mécanisme bottom-up. Nous allons décrypter les signaux de notre expérience comme « je suis dans un état de transe », c'est une transe. Et si c'est une transe, alors ça va valider le fait qu'il y a bien un état modifié de conscience, des phénomènes hypnotiques, ça va valider le fait qu'il y a bien de l'hypnose, et s'il y a bien de l'hypnose, c'est que je suis en train de vivre une expérience hypnotique, et par des mécanismes top-down, le fait de se dire « je suis en train de vivre cet état d'hypnose », ça va renforcer et réactiver notre représentation de l'hypnose, précédemment configurée, ça va renforcer et réactiver notre représentation des états modifiés de conscience, précédemment configurés, et tout ça, ça va faire une cascade top-down, des concepts de haut niveau jusqu'à l'expérience directe, qui va faire une boucle et qui va nous faire aboutir sur l'idée « oh là, ça y est, je suis dans un état modifié de conscience, je suis dans une transe et je sais que c'est une expérience d'hypnose ». Alors si en plus sur cette mécanique vous rajoutez des inducteurs de modification d'état de conscience, eh bien vous allez avoir un mécanisme extrêmement puissant pour générer des expériences d'hypnose. Si je résume ce qu'on vient de dire là, nous avons des suggestions pour configurer les attentes, nous avons des suggestions pour générer des états modifiés de conscience. Tout ça, c'est un processus top-down, et l'expérience qui en résulte, à laquelle on peut ajouter des inducteurs d'états modifiés de conscience, l'expérience qui en résulte, c'est un processus bottom-up. Et cet ensemble de processus, top-down, bottom-up, est le mécanisme par lequel nous créons des états d'hypnose. Alors on pourrait se dire, oui, c'est bien, mais dans ce cas-là, l'hypnose, c'est juste le fait d'appeler ça hypnose. Non, non, il s'agit bien d'y vivre quelque chose. C'est là que ma description s'arrête. Il suffit d'en faire expérience pour voir de quoi il s'agit. Et on pourrait se demander, oui, mais ça sert à quoi, en fait, de créer des états d'hypnose ? Ce que nous montre la littérature classique sur l'hypnose, c'est que l'hypnose sert à plusieurs choses, notamment à augmenter la suggestibilité. Du point de vue qu'on est en train de défendre aujourd'hui, on pourrait dire, eh bien, c'est sans doute que ça facilite l'implémentation et le changement de modèle interne, mais c'est une notion sur laquelle nous reviendrons un peu plus tard. Ce que je voudrais faire dans la dernière partie de cette présentation, c'est revenir plus précisément sur cette question de prior et d'erreur de prédiction, ces processus top-down, de revenir un peu plus sur cette question avec un ensemble d'exemples dans la vie quotidienne pour que vous puissiez mieux percevoir de quoi il s'agit et que vous puissiez mieux percevoir que c'est concret et que c'est omniprésent. Alors pour le faire à nouveau, j'ai hésité entre d'abord passer la théorie ou d'abord passer des exemples, et je me tiens à mes nouvelles résolutions. J'ai dû changer mon modèle interne qui m'incite maintenant à faire d'abord passer quelques exemples. Prenons des exemples de processus top-down dans la motricité. Le premier exemple que je voudrais vous présenter, c'est la fameuse expérience de l'escalator éteint. Face à un escalator éteint, il se passe plusieurs choses. D'abord, de loin, on se dit c'est un escalator. Ensuite, on voit qu'il ne bouge pas. Révision du modèle interne, et on va se dire « Ah, il ne bouge pas, donc je ne vais pas l'aborder comme un escalator, je vais l'aborder comme un escalier. Je ne vais pas avoir besoin de faire cet ajustement de ma vitesse et de mon équilibre. Non, il suffit de le prendre comme un escalier. » Eh bien, vous avez dû en faire expérience, on n'y arrive pas. Bien qu'on sache, bien qu'on se dise « je sais, je crois qu'il faut l'aborder comme un escalier », il y a une attente au niveau du système moteur, il y a une attente à rentrer en relation avec un escalator en mouvement. Et notre corps cherche son nouvel équilibre. Il y a là une erreur de prédiction qui va être corrigée, correction du modèle interne. Prenons un deuxième exemple, l'exemple de faire l'expérience de marcher les yeux fermés. Alors ici, je vous ai mis une image de gens qui entraînent des futurs chiens d'aveugle. Donc au bout d'un moment, ils vont devoir se bander les yeux et certainement beaucoup faire confiance à ce chien. Ce que je vous propose, c'est de faire cette expérience par vous-même. Vous pourrez la vérifier après cette vidéo. Marchez dans la rue et continuez à marcher en fermant les yeux. L'expérience que vous allez faire dans les premières secondes,
c'est que vous prédisez ce qui est en train de se passer. Vous prédisez comment est le monde. Vous êtes en lien avec vos priors, avec vos anticipations. Vous n'avez plus de données à propos du monde. Peut-être que le monde s'est effacé devant vous au moment où vous avez fermé les yeux. Peut-être qu'un extraterrestre a surgi et qu'il fait un obstacle et que vous allez rentrer dedans. Rien ne vous permet de savoir si c'est le cas ou pas. Mais vous prédisez que vous pouvez marcher à une certaine vitesse sans rencontrer d'obstacles et donc sans vous blesser. Mais après quelques pas, vous n'aurez plus suffisamment d'informations. Ce qui va se passer à ce moment-là, il y a 3 possibilités. Soit vous allez ralentir et commencer à mettre vos mains pour tâter le monde, soit vous allez vous immobiliser et ressentir que vous n'êtes plus en sécurité, soit vous allez rouvrir les yeux pour avoir de nouvelles données sensorielles parce que vous ne pouvez plus prédire le monde. Mais imaginons que vous fermiez les yeux, que vous avanciez de manière téméraire, que vous avanciez pendant quelques dizaines de secondes et qu'à un moment vous rencontriez un obstacle. Eh bien, si vous rencontrez un obstacle de manière un peu forte, c'est que vous ne l'avez pas prédit et que vous avez fait une erreur de prédiction. Prenons un 3e exemple. Alors, on va prendre l'exemple du match de Nishikori contre Djokovic. Alors, regardons ce qui se passe pour Nishikori, pour ce grand joueur de tennis. Pour l'instant, son système moteur fait tout un ensemble de prédictions de mouvements correctement prédits. Et puis sur cette balle, manifestement facile aux yeux de tout le monde, il y a une terrible erreur de prédiction. Et là, nous voyons Nishikori qui va sur le filet se dire « Oh, je viens de faire une erreur de prédiction ». On va la revoir au ralenti. Il prépare son mouvement et ce qui se passe, ce n'est pas ce qui avait été prévu. Il y a eu une erreur de prédiction au niveau moteur. Et soyons clairs, cette personne est loin d'être stupide, c'est loin d'être un mauvais joueur de tennis. C'est quelqu'un qui, à un moment, a amorcé un mouvement. Il y a eu la prédiction motrice que ce mouvement allait pouvoir smasher la balle dans le camp adverse. Et il y a eu une erreur de prédiction. Prédiction par rapport à quoi? Prédiction par rapport à l'axe de la raquette. Prenons d'autres exemples dans l'anticipation de nos perceptions. Imaginons par exemple que je sois en train de faire le malin pendant mes cours d'hypnologie avec ma bonne vieille tasse à motif de chat, que je sois en train de plaisanter avec les uns et les autres, quand du moins il y a du public dans la salle, et que j'oublie que dans cette tasse à motif de chat, il n'y a pas la boisson que j'imaginais. Imaginons que je suis en train d'être persuadé que dans cette tasse, il y a du jus d'orange. Et au moment où je vais apporter cette tasse à ma bouche pour boire, surprise, en fait, il ne s'agit pas de jus d'orange, en fait, il s'agit d'un verre de lait. Il va y avoir à cet endroit-là une anticipation de ma part, mais cette anticipation, elle est très sensorielle. À un certain niveau, quelque chose a demandé à mes capteurs sensoriels, mes capteurs gustatifs, de se préparer à recevoir le goût du jus d'orange. Vous savez, ce goût qui est à la fois sucré, mais qui est en même temps acide. C'est un goût assez particulier, finalement, le jus d'orange. Je m'attends à recevoir ce goût, et au moment où c'est du lait qui vient rencontrer mes capteurs sensoriels, eh bien, je me rends compte que j'avais prédit un autre goût que celui-ci. Je fais une expérience directe et très concrète d'une erreur de prédiction. Erreur de prédiction qui va venir corriger mon modèle interne. Oh, je croyais que c'était du jus d'orange, mais c'est vrai, je m'en rappelle maintenant, c'est du lait. Prenons un deuxième exemple. Imaginons que je travaille au quotidien avec ce personnage et je sais que ce personnage est méchant, il est méchant et vraiment très méchant, c'est un petit diable. Et je sais que je peux m'attendre à ce qu'il soit méchant en toute situation. Et puis un jour, alors que je m'apprêtais à tomber dans les escaliers, que j'avais pris par mégarde pour des escalators, parce que j'avais peut-être bu un breuvage un peu particulier, alors que je m'apprête à tomber dans les escaliers, il me rattrape au vol et me dit ah, « Tu as failli te tuer ». Et à ce moment-là, je me dis « Ah, j'avais pas prévu ça. Moi, je pensais qu'il était tellement méchant que je pensais qu'il m'aiderait à tomber dans les escaliers pour me tuer. » Et là, il va y avoir une révision de mon modèle interne. Finalement, peut-être que cette personne n'est pas si méchante. Prenons un troisième exemple dont nous avons déjà parlé. Je vais en parler très brièvement.
Au niveau cérébral, dans nos circuits dopaminergiques, les circuits dits de la récompense, les circuits qui sont liés à notre sensation de plaisir quand nous recevons une forme de récompense, du point de vue de ces études, nous observons que quand nous savons que nous allons recevoir une récompense, par exemple un bon verre de jus d'orange, quand nous savons que nous allons voir la récompense, c'est ce qu'on voit ici en bleu, eh bien avant d'avoir la récompense, nous avons une décharge de dopamine, c'est ce que nous voyons ici en rouge. Nous avons une décharge de dopamine et de plaisir qui est plus importante que le moment où nous consommons la récompense. Il y a une anticipation, il y a une prédiction de quelque chose qui nous envoie déjà des signaux au niveau neurochimique. Alors je vous laisse imaginer la déception si on s'attend à la récompense et que la récompense nous est finalement volée par un personnage maléfique. Prenons d'autres exemples dans ce qu'on pourrait appeler l'écrasement des données sensorielles, que je ne vais pas théoriser, je vais simplement vous le montrer. Alors ici, votre cerveau est en train de déchiffrer, je vous laisse en faire expérience avant de le suggérer. Voilà, donc votre cerveau est en train de faire deux choses en même temps. Il déchiffre D35, L3TT, R35, 3T, D35, CH1FF, R35. C'est bien ce qui est en train de se passer. Et pourtant, vos modèles internes sont en train de vous imposer des chiffres et des lettres et des chiffres. Et vous voyez bien, vous faites expérience des deux en même temps, mais les priors sont trop forts, le modèle interne est trop fort, vous ne pouvez pas ne pas détecter que vous voyez, littéralement, vous avez la perception de voir la signification des chiffres et des lettres. On a le même phénomène qui vous avait été présenté par Clément, mais sous une autre perspective. Quand nous voyons une branche d'arbre avec des feuilles, nos modèles internes remplacent chaque feuille par des génériques de feuilles. Nous croyons percevoir un générique de feuilles là où il y a des feuilles particulières. C'est un exemple qui est donné dans les grandes voies contemplatives, d'aller regarder par exemple des arbres ou d'aller regarder des objets et de percevoir qu'en fait ils sont remplacés dans notre esprit par des génériques. Prenons encore un autre exemple, un exemple qui parlera sans doute à tous ceux d'entre vous qui conduisent des motos ou des voitures, le fait de conduire sous un orage fort ou le fait de conduire sous une tempête de neige. Tous ceux qui se sont retrouvés dans cette situation se sont dit à un moment cette phrase un peu flippante, en fait là je ne vois plus rien, mais je pense que ça devrait le faire parce que je crois que je sais ce qu'il y a juste devant. Un peu flippant pour le pauvre piéton qui pourrait être en train de traverser de manière imprudente après son breuvage magique et qui pourrait se dire « moi je pense que les voitures devraient ne pas me rentrer dedans ». La rencontre des deux pourrait être fâcheuse et en effet, quand nous conduisons dans une situation qu'on pourrait appeler complexe, qu'on pourrait appeler bruitée, une situation où nous ne pouvons plus faire confiance à nos capteurs sensoriels, eh bien à ce moment-là, on va donner de la priorité à nos modèles internes et à nos priors. On pourrait aussi prendre quelques exemples, alors c'est plutôt une situation appliquée dans ce que je me suis proposé d'appeler la fabrique du surnaturel. Par exemple, si nous faisons des stages où on nous apprend à détecter dans le monde la présence des esprits, alors on pourrait nous emmener dans les bois pour qu'on y détecte les esprits de la forêt, on pourrait nous apprendre dans les nuages à voir les signes de la présence des anges, etc. Ici, nous avons des modèles internes qui sont chargés, qui sont proposés, des esprits qu'on va sentir, mais qu'on va percevoir, qu'il faut détecter. Ces modèles vont rencontrer des données sensorielles qui vont détecter ces différentes données visuelles sous la forme d'anges, de démons, d'esprits, etc. C'est aussi le même type de mécanisme top-down que nous pouvons rencontrer dans ce qu'on appelle les cultes de possession, comme le culte brésilien du candomblé, dans lequel on va faire expérience, après tout un ensemble d'entraînements, on va faire expérience d'être possédé par une divinité, ce qui n'a rien de négatif dans ces pratiques-là, d'être possédé par une divinité. Là aussi, nous avons des modèles internes d'être possédés qui vont être proposés, des ensembles de dispositifs qui vont faire des états modifiés de conscience, jusqu'au moment où l'expérience que nous avons, l'expérience motrice, l'expérience des impressions de notre propre corps, cette expérience va rencontrer l'idée de possession et nous allons dire « je suis possédé par les orishas ». C'est ce qui pourrait se passer aussi, par exemple, dans le paranormal, quand on a l'impression de voir des formes dans la télé, comme
comme cette petite fille dans le film Poltergeist, ou quand on pourrait avoir l'impression qu'un don de médium s'impose à nous parce que nous commençons à entendre des voix et nous inférons que ces voix sont les âmes des défunts qui, bien sûr, ont des messages à délivrer à certains. Dans tous ces exemples que j'ai pris, la motricité, des anticipations de perception, des mécanismes d'écrasement des données sensorielles, l'application dans le surnaturel, dans toutes ces situations, nous avons le même type de mécanisme. Nous avons des données sensorielles qui vont s'organiser sous forme de strates de plus en plus complexes jusqu'à prendre la forme de concepts de haut niveau. Des données brutes, bottom, qui vont s'organiser par strates séquentielles jusqu'à des concepts de haut niveau, top, c'est ce qu'on appelle des processus bottom-up. C'est ce qui a été présenté dans la vidéo précédente par Clément. L'idée clé ici, c'est que les données sensorielles façonnent des priors jusqu'à des concepts de haut niveau. Et en même temps, ces concepts de haut niveau vont venir organiser, donner de la signification aux différentes strates de perception jusqu'aux données sensorielles brutes. C'est un mécanisme top-down. Les modèles internes et leurs priors organisent les données sensorielles. Et ce qu'on vit au quotidien, eh bien, ce qu'on vit au quotidien, c'est sans cesse une cascade de processus bottom-up et top-down. Se rejouent des mécanismes bottom-up et top-down. Alors tout cela ouvre bien des questions et ces questions vont générer une forme de suspense. Parmi ces questions, nous pourrions nous demander: mais alors, est-ce qu'on accorde plus de crédit à nos priors ou est-ce qu'on accorde plus de crédit à nos données sensorielles? Et s'il y a plusieurs priors, plusieurs hypothèses, laquelle l'emporte? Chez notre bon vieil oncle Wilson, est-ce qu'on va finir par percevoir un plancher qui craque ou est-ce qu'on va faire expérience de la présence de fantômes? Et d'ailleurs, d'où est-ce qu'elle provient, cette histoire de fantômes? D'où proviennent nos priors? Le changement de modèle interne est-il définitif? Et plus important encore, est-ce que Gertrude a fini par assassiner Jean-Jean? Un ensemble de questions auxquelles nous répondrons dans le prochain épisode, dans notre prochaine présentation sur les processus prédictifs. Je n'aurais pas imaginé que le son soit aussi fort. Prochaine présentation dans laquelle nous montrerons les mécanismes top-down, bottom-up. Je vous laisse avec cette bibliographie que je vous invite à consulter et je vous remercie pour votre attention.